15 juin 1944, à l'aube, dans les bocages verdoyants du Calvados, en Normandie. Le grondement sourd des moteurs diesel des Sherman ébranlait le sol boueux, tandis que la brume matinale s'accrochait aux haies épaisses comme un voile fantomatique. Le sergent-chef Henri Duval, du 3e bataillon de la 2e division blindée française, serrait les commandes de son char, les yeux plissés contre le vent froid qui s'infiltrait par les écoutilles ouvertes. À ses côtés, le radio, un jeune Alsacien nommé Pierre, tripotait nerveusement les boutons de son poste émetteur, le chiptune du récepteur crachotant des bribes de voix lointaines. « Rien en vue, mon sergent » murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le ronronnement des moteurs. L'air était chargé d'une humidité poisseuse, mêlée à l'odeur âcre de l'herbe mouillée et de la poudre résiduelle des obus tirés la nuit précédente. Le convoi s'étirait sur une route étroite, bordée de ces fameux bocages normands. Ces talus surélevés couverts de buissons impénétrables qui transformaient le paysage en un labyrinthe mortel. 11 chars légers, M3 Stuart ouvraient la marche, leurs tourelles pivotant lentement, scrutant l'horizon. Derrière, les 5 Sherman M4 plus lourds suivaient en formation échelonnée, leurs chenilles écrasant les flaques d'eau qui reflétaient un ciel gris ardoise. Le bataillon comptait en tout 230 hommes, une force fraîche débarquée à Utah Beach 10 jours plus tôt, gonflée d'enthousiasme après les premiers succès alliés. Le colonel Émile Laurent, un vétéran de la campagne d'Italie, commandait l'ensemble depuis son jeep blindé en tête, un cigare éteint entre les lèvres. « La zone est vide, messieurs », avait-il déclaré au briefing de minuit, basé sur les rapports des éclaireurs britanniques de la 50e division. « Les Allemands ont reculé vers Caen. On avance et on sécurise le secteur avant midi. » Henri essuya la sueur de son front, malgré la fraîcheur ambiante. Son char, baptisé Liberté, vibrait sous lui comme un cœur affolé. Il jeta un œil par la fente du périscope. Rien que des champs vallonnés, des vaches errantes et ces haies interminables qui semblaient murmurer des secrets. Soudain, un craquement sec résonna à l'avant. Un coup de feu isolé, peut-être un fermier nerveux. Pierre se raidit. « Contact ennemi ?» demanda-t-il, les doigts sur le microphone. Henri secoua la tête. « Fausse alerte. Avancez, les gars. » Mais au fond de lui, une intuition le tenaillait, comme ce silence trop lourd entre les ordres radio. Les explosions distantes des batteries navales britanniques, HMS Warspite et Rodney, ancrées au large, ponctuaient l'horizon, un rappel constant que la guerre n'était jamais loin. Imaginez-vous là, coincé dans cette boîte de métal surchauffée, le cœur battant au rythme des chenilles qui mordent la terre. Vous sentez l'adrénaline monter, cette peur viscérale qui serre la gorge quand chaque buisson pourrait cacher un Panzer IV ou un Cannon Pack 40. Le convoi progressait à 10 km à l'heure, les fantassins du 1er régiment de fusiliers motorisés marchant en appui sur les flancs, leurs fusils MAS-36 à l'épaule, casque Adrium, inclinés contre la bruine fine qui commençait à tomber. Le lieutenant Jacques Moreau, commandant la compagnie d'infanterie, criait des encouragements. « Restez vigilants, les Boches ne nous attendent pas les bras ouverts. » Ces hommes, un mélange de recrues parisiennes et de résistants bretons, avançaient tête baissée, leurs bottes s'enfonçant dans la boue. À 05h47, le premier Stuart franchit une intersection, ses phares perçant à peine la brume. Le colonel Laurent leva la main depuis sa jeep signalant l'arrêt. Des éclaireurs à moto, équipés de radios portatives SCR 300, partirent en reconnaissance sur les chemins latéraux. 5 minutes plus tard, ils revinrent. « Zone claire, mon colonel, pas un chat !» Un soulagement palpable se répandit dans les rangs. Pierre alluma une cigarette, exhalant la fumée qui se mêla à l'odeur de gasoil. « On y est presque, » dit-il à Henri. « Quand d'ici 2 heures ?» Le convoi reprit sa marche, les chars se déployant en ligne pour couvrir plus de terrain. Les bocages, avec leurs talus de 3 mètres de haut, offraient une couverture idéale aux embuscades, mais les cartes aériennes des Spitfire de la RAF avaient confirmé. Pas de mouvements ennemis détectés depuis la nuit. Pourtant, sous ces haies, tapis dans l'ombre,
des yeux allemands observaient. Le lieutenant Karl Becker de la 21e Panzerdivision serrait son MP-40, le souffle court. Son bataillon d'infanterie, renforcé par des Jagdpanzer IV et des mortiers de 81 mm, avait été repositionné en urgence après le débarquement. Ils étaient là depuis l'aube, invisibles, attendant le moment précis. Becker murmura à son radio-opérateur « Les Franzosen arrivent, feu sur mon ordre !» Le vent portait le bruit des moteurs alliés, un bourdonnement fatal qui s'approchait inexorablement. Henri accéléra légèrement, son Sherman grondant comme une bête affamée. Le paysage défilait, un clocher endommagé au loin, des cratères d'obus remplis d'eau, le cri sporadique d'un corbeau. À 06h53, le convoi entra dans une cuvette naturelle, bordée de haies doubles. C'était le point parfait pour une traversée rapide ou un piège mortel. Pierre capta un signal radio brouillé, un grésillement étrange. « Qu'est-ce que c'est ?» Henri fronça les sourcils. « Ignore, on continue. » Les premiers Stuarts avaient déjà franchi la ligne médiane quand, sans avertissement, le sol explosa. Un obus de 75 mm jaillit d'une haie à droite, percutant le Stuart de tête avec une détonation assourdissante. La tourelle vola en éclats, projetant des flammes et des débris dans l'air humide. Les cris des hommes à l'intérieur, ou ce qu'il en restait, furent étouffés par le chaos. « Embuscade !» hurla le colonel Laurent, sa jeep virant brusquement. Mais il était trop tard. Les haies s'animèrent, des silhouettes en feldgros surgirent, mitrailleuses MG42 crachant un feu nourri, leurs balles traçantes zébrant l'air comme des éclairs. Les mortiers allemands tonnèrent, leurs projectiles s'abattant en salves précises, arrachant les chenilles des Sherman. Henri plongea la tête dans l'habitacle, criant « Chargez les obus, visez la haie droite !» Son canon principal pivota, tirant un 75 mm qui fit voler des mottes de terre. Mais les Jagdpanzer, camouflés sous les buissons, répondirent avec leurs canons de 75 mm PAC 42, perçant les flancs des chars alliés comme du papier. Un Sherman explosa à 20 mètres, envoyant une onde de chaleur qui fit reculer Pierre contre la paroi. « On est cerné !» gémit-il, tandis que les balles ricochaient sur l'acier. Dans la cuvette, le bataillon se désintégra. Les fantassins se jetèrent à terre, ripostant avec leurs fusils, mais les grenades à main allemandes pleuvaient, transformant les talus en tombes improvisées. Le lieutenant Moreau fut fauché net par une rafale, son corps s'effondrant dans une flaque. Les radios hurlaient des appels désespérés. « Soutien aérien, position 49-12 nord !» Mais les P-47 Thunderbolt étaient trop loin, engagés ailleurs. Seules 6 minutes s'écoulèrent du premier coup de feu à l'anéantissement total. Les survivants, une poignée d'hommes couverts de boue et de sang, rampaient vers l'arrière, poursuivis par les cris de victoire des Allemands. Henri, grièvement blessé, sentit son char s'immobiliser, les flammes léchant les bords de l'écoutille. « Pierre, sors-toi de là !» murmura-t-il avant que l'obscurité ne l'engloutisse. Si vous aimez ces récits intenses de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer. Et pourtant, au milieu de ce carnage, un signal radio faible persistait, un espoir ténu qui allait changer le cours des heures à venir. Le chaos régnait encore dans la cuvette, une symphonie de hurlements et de métal tordu, tandis que la fumée âcre des explosions montait en volutes épaisses, obscurcissant le ciel bas de Normandie. Pierre, le radio alsacien, rampa hors de l'épave fumante du Liberté, ses oreilles sifflant comme si un essaim d'abeilles furieuses y avait élu domicile. Le sang d'Henri Duval tachait son uniforme kaki, une tache chaude et poisseuse qui s'étalait sur sa manche. Il toussa, recrachant de la poussière et de la suie, son fusil MS-36 serré contre sa poitrine comme un talisman dérisoire. Autour de lui, le bataillon n'était plus qu'un cimetière de carcasses. Les Sherman calcinés fumaient encore, leurs tourelles béantes comme des bouches hurlantes, et les M3 Stuart gisaient sur le flanc, chenilles arrachées par les obus des Jagdpanzer.
Les corps des fantassins du 1er régiment de fusiliers motorisés jonchaient le sol boueux, certains figés dans des postures grotesques, d'autres agités de spasmes finaux sous la bruine qui transformaient le sang en boue rougeâtre. Pierre se plaqua contre un talus, le cœur cognant si fort qu'il couvrait presque le crépitement des MG42 allemandes qui balayaient encore la zone. « Merde, merde, merde !» marmonna-t-il en français approximatif, son accent alsacien rendant les mots plus durs, plus urgents. Le signal radio qu'il avait capté juste avant l'embuscade persistait dans son poste portatif SCR 300, accroché à son dos comme un fardeau. C'était un murmure brouillé, une voix en anglais, peut-être un opérateur de la 101e Airborne, largué la veille près de 40 ans. « Mayday, Mayday !» Position compromise. Besoin d'extraction immédiate. Pierre ajusta l'antenne pliée, ses doigts tremblants glissant sur les boutons humides. Le vent froid charriait l'odeur de chair brûlée et de caoutchouc fondu, un relent qui lui nouait l'estomac. Imaginez-vous à sa place, tapi dans cette haie épineuse, les épines déchirant votre peau, tandis que des ombres en feldgros rôdent à moins de 50 mètres, leurs bottes claquant sur les cailloux. De l'autre côté de la cuvette, le lieutenant Karl Becker, de la 21e Panzerdivision, essuyait la sueur de son front sous son casque Stahlhelm cabossé. Son unité, le grenadier régiment 125, avait tendu ce piège avec une précision chirurgicale. Les mortiers Nebelwerfer avaient labouré le sol en premier, forçant les chars alliés à s'agglutiner, puis les Jagdpanzer 470, camouflés sous des filets de branchage, avaient fait le reste avec leurs canons de 75 mm à longue portée. Becker compta mentalement 16 chars alliés neutralisés en moins de 6 minutes, plus une centaine d'infanteries fauchées par les rafales de ces MG42. « Gut gemacht, Männer !» grogna-t-il à ses hommes qui fouillaient déjà les épaves pour récupérer des munitions et des documents. Un sergent, Hans Müller, traîna un officier français blessé par le col, un capitaine du 3e bataillon dont l'uniforme était lacéré. « Parlez, Franzos! Où est votre QG ?» aboya Müller en un français approximatif appris à Verdun. Le captif cracha du sang, ses yeux vitreux fixés sur le clocher distant de Saint-Lô, mais ne dit rien. Becker secoua la tête. Le temps pressait. Les rapports radio indiquaient que des P-47 Thunderbolt de la 9e Air Force américaine patrouillaient au nord, et un retard pouvait transformer leur victoire en bain de sang. Pierre activa son émetteur, retenant son souffle pour ne pas trahir sa position. « Ici, Radio Pierre, 3e bataillon, 2e DB, embuscade à 49-12 Nord, bataillon anéanti, besoin de soutien urgent, répétez, soutien aérien ou blindé ?» Sa voix, étouffée par la peur, crachota dans l'éther. Le grésillement répondit d'abord, puis une voix claire. « Reçu, Frenchy, c'est le Lightning Leader, 9th AF. Tenez bon, on redirige 2 Typhoon de la RAF. Été à 10 minutes. Marquez votre position avec fumée verte si possible. » Pierre fouilla son sac, les mains moites, et trouva une grenade fumigène alliée. Il la lança par-dessus la haie, un panache vert s'élevant paresseusement dans l'air humide, visible malgré la brume. Son pouls s'accéléra. 10 minutes. C'était une éternité dans cet enfer. Pendant ce temps, un petit groupe de survivants, une douzaine d'hommes épars, dont le caporal Louis Renaud, un mécanicien breton du génie, et 2 fusiliers parisiens, se repliaient vers l'arrière par un chemin creux. Renaud, le visage barbouillé de cambouis et de boue, portait un fusil mitrailleur FM 24-29 sur l'épaule, ses cartouches cliquetant à chaque pas prudent. « On ne peut pas les laisser comme ça », murmura-t-il à ses camarades, les yeux rivés sur les flammes qui dévoraient encore un Sherman. Les Allemands, confiants dans leur succès, commençaient à regrouper leurs prisonniers, une vingtaine de Français, mains liées dans le dos, alignés sous la menace des MP-40. Becker ordonna à ses radios d'alerter le Hauptmann Otto von der Leyen, commandant du Kampfgruppe. Victoire confirmée. Avancez sur Caen avec les réserves. Mais von der Leyen, depuis son PC improvisé dans une ferme ruinée à 3 km, hésita. Les cartes de la Wehrmacht montraient des mouvements alliés massifs.
La 3e division canadienne poussait vers l'est, et les Britanniques de la 7e Armored Division contournaient par le sud. « Sécurisez la zone, lieutenant, pas de relâchement. » Pierre rampa plus avant dans les buissons, évitant une patrouille allemande qui ratissait les talus. Le bruit d'un moteur approchait, un Kübelwagen, véhicule léger de reconnaissance, klaxonnant pour couvrir le terrain. Il se figea, le souffle court, sentant la terre humide imprégner ses genoux. Les 2 minutes qui suivirent furent un supplice. Des voix gutturales résonnaient, des bottes piétinaient l'herbe à proximité. Puis, miracle, un vrombissement lointain grandit. Les moteurs Merlin des Hawker Typhoon, ces chasseurs bombardiers britanniques, armés de roquettes RP-3 et de canons de 20 mm. Le ciel s'ouvrit avec un rugissement, les avions fondant sur la cuvette comme des rapaces. Les mitrailleuses des Typhoons crépitèrent, fauchant les lignes allemandes. Une salve de roquettes toucha un Jagdpanzer, l'envoyant valser dans une boule de feu orange. Baker hurla des ordres. « Flak, anti-aérien !» Ses servants déplièrent un canon 80 mm camouflé, crachant des obus vers le ciel. Mais les Typhoons étaient trop rapides. Leurs ailes ébranlèrent de traînées de mitraille. 3 soldats allemands tombèrent, criblés, et le Kübelwagen explosa en un jet de flammes. Pierre exulta intérieurement, rampant vers le groupe de Renault. « Soutien aérien, les Anglais !» cria-t-il en les rejoignant. Ensemble, ils se fondirent dans les bocages, profitant du tumulte pour s'éloigner. Les prisonniers français, profitant de la diversion, tentèrent une évasion chaotique. Certains se libérèrent, ramassant des armes abandonnées pour riposter. Pourtant, la contre-attaque n'était que le début. Au loin, le colonel Émile Laurent, blessé mais vivant, avait été évacué par un half-track du 501e régiment de chars de combat qui arrivait en renfort. Depuis son poste de commandement mobile, il coordonnait une riposte. Tous les unités disponibles convergeaient sur 49-12. Les Boches paieront pour ça. Baker, replié avec ses pertes, une quinzaine d'hommes et un Jagdpanzer endommagé, reçut l'ordre de von der Leyen. Tenir la ligne jusqu'à l'arrivée des renforts de la 12e SS, Panzerdivision Hitlerjugend. La bataille pour Caen s'annonçait sanglante, et ce qui avait commencé comme une embuscade fulgurante risquait de devenir un siège interminable. Mais dans les ombres des haies, Pierre et ses compagnons pressaient le pas, ignorant que des éclaireurs allemands les pistaient déjà, leur radio portative FUG-5, grésillant d'ordres sinistres. Le piège n'était pas refermé. Les ombres des bocages s'allongeaient comme des doigts crochus sous le soleil pâle qui perçait enfin la brume normande, transformant la cuvette en un tableau macabre de ferrailles tordues et de corps inertes. Pierre, le radio alsacien, haletait en rampant aux côtés du caporal Louis Renaud et des 2 fusiliers parisiens, leurs silhouettes se fondant dans l'épaisseur des haies gorgées d'eau. Le sol, un mélange traître de boue et de racines noueuses, aspirait à leurs bottes comme pour les retenir dans cet enfer. Derrière eux, les échos des Typhoons s'estompaient, remplacés par le crépitement sporadique des tirs allemands qui ratissaient encore les abords de la zone. Pierre serrait son SCR-300 contre sa poitrine, l'appareil encore chaud de l'émission précédente, son antenne ployée heurtant les branches basses. « On continue droit vers le sud », murmura Renaud, sa voix rauque éraflée par la fumée inhalée. « Le half-track du 501e doit être là-bas, près du ruisseau, si on atteint les lignes alliées. » Il ne finit pas sa phrase. Un craquement sec, comme une branche brisée, les fit tous se plaquer au sol. Imaginez-vous piégés dans ce labyrinthe végétal, le cœur martelant vos côtes, chaque souffle une trahison potentielle. Les épines des aubépines lacéraient leurs uniformes kakis, déchirant la chair déjà entaillée par les éclats d'obus. Les 2 Parisiens, Marcel et Jean, jeunes recrues au visage blême, chargeaient leur Maes 36 d'un geste mécanique, leur chargeur cliquetant dans le silence oppressant. Marcel, un ancien mécano de la banlieue Est, jetait des regards affolés par-dessus son épaule. « Ils nous collent au train, ces salauds. J'ai vu leur casque luisant là-bas. » Pierre hocha la tête, essuyant la sueur qui piquait ses yeux.
Le signal radio des Typhoons avait sauvé une poignée d'entre eux, mais les Allemands, disciplinés comme des loups, n'abandonnaient pas la traque. À 100 mètres en arrière, le lieutenant Karl Becker dirigeait une patrouille de 10 hommes du grenadier régiment 125, leur MP-40, balayant les talus avec une précision mortelle. « Sprecht leise, pas un bruit !» ordonna-t-il à voix basse, son Stahlhelm incliné pour mieux scruter les ombres. Ses éclaireurs, équipés de radios FUG-5 portatives, captaient les murmures alliés intermittents. Ils savaient que des survivants fuyaient, et von der Leyen avait été clair. Pas de quartier pour ceux qui pourraient alerter les renforts. Le groupe de Pierre progressait par bons cours, utilisant les cuvettes naturelles du terrain pour se couvrir. Le ruisseau qu'il visait coulait à 300 mètres, un filet d'eau claire bordé de saules ployants. Mais le chemin était semé d'embûches. Cratères remplis d'eau stagnante, où flottaient des débris de chars, et ces haies impénétrables qui forçaient des détours hasardeux. Renaud, en tête, repéra un chemin creux, un ancien sentier creusé par les charrues des fermiers, et fit signe de s'y engouffrer. L'air y était plus frais, chargé d'une odeur de terre remuée et de feuilles pourries, un répit bienvenu après la puanteur de la poudre. Pierre essaie de contacter quelqu'un, souffla-t-il en rechargeant son FM 24-29, le fusil mitrailleur dont le canon encore chaud luisait faiblement. Pierre obéit, tournant les molettes de son poste. « Ici, survivant, 3e bataillon. Position approximative 49-11 sud. Poursuivi par infanterie ennemie. Demande extraction. » Le grésillement répondit, entrecoupé de parasites, puis une voix britannique, calme comme un thé du matin. « Reçu, French Radio. Un M4 Sherman du 13 du 18e hussards britannique en approche. Marquez votre spot avec une fusée éclairante. Restez discret. » Pierre exhala un soupir tremblant. Les Britanniques, avec leurs chars Cromwell et leurs radios fiables, étaient une bouée dans cette tempête. Mais la chance était fragile. À l'arrière, Becker et ses hommes avançaient en tirailleurs, leurs bottes enfonçant dans la boue avec un chuintement discret. Un de ses sous-officiers, le Gefreiter Otto Klein, repéra une branche fraîchement cassée sur une haie. « Spuren, Herr Lieutenant, ils sont passés par là. » Becker jura intérieurement. Son unité avait perdu du terrain sous les roquettes des Typhoons, mais la 21e Panzerdivision ne tolérait pas les fuites. Il activa sa radio. « Kampfgruppe, ici Becker. Traque en cours 5 à 10 fuyards. Demande appui mortier léger. » La réponse fusa du PC de von der Leyen. « Négatif. Conservez vos forces pour la contre-attaque sur Caen. Les renforts de la 12e SS arrivent dans l'heure. » Becker grinça des dents. La bataille plus large se resserrait, avec les Canadiens de la 3e division poussant vers Carpiquet et les Américains de la 29e Infanterie Division menaçant Saint-Lô. Une embuscade mineure comme celle-ci devait être étouffée vite, sans alerter les Alliés sur la faiblesse relative de leur ligne. Soudain, un tir isolé claqua, un coup de fusil Car 98K qui siffla au-dessus de la tête de Jean le Parisien, arrachant une écorce à un saule. « À terre !» hurla Renaud, pivotant pour arroser la haie adverse d'une rafale de son FM. Les balles traçantes zébrèrent l'air, forçant les Allemands à se replier momentanément. Pierre et les autres ripostèrent, leur MAS-36 crachotant dans un staccato frénétique. Marcel fut touché à l'épaule, un éclat rouge vif sur sa chemise, mais il continua à tirer, le visage tordu par la douleur. Le chemin creux devint un corridor de feu. Grenades Mills alliées explosant en shrapnel contre des Stylandgranates allemandes, le sol vibrant sous les impacts. Renaud, accroupi derrière un rocher moussu, visa un casque qui émergeait. Son tir fit mouche, l'Allemand s'effondrant avec un gargouillis étouffé. « En avant, le ruisseau est proche !» cria-t-il, ignorant la brûlure d'une éraflure à sa joue. Ils émergèrent enfin au bord de l'eau, le courant clair clapotant contre les berges érodées. Pierre lança sa fusée éclairante, un sifflement ascendant suivi d'une lueur blanche qui illumina les environs comme un phare dans la brume résiduelle.
Au loin, le ronflement d'un moteur diesel grandit. Un Sherman britannique, flanqué de 2 Bren Gun Carrier pour l'infanterie. Mais Baker, refusant la défaite, ordonna une charge. Ses hommes surgirent des haies, MP-40 en batterie, transformant le ruisseau en un bourbier sanglant. Une balle frôla Pierre, déchirant son sac radio. Il riposta, abattant un grenadier d'une balle en pleine poitrine. Renaud faucha 2 assaillants avec une rafale, mais Klein, le tireur d'élite allemand, visa juste. Une balle traversa la cuisse de Marcel, le clouant au sol dans un hurlement. Le Sherman arriva pile au bon moment, son canon de 60 mm tonnant un obus qui pulvérisa une position allemande, envoyant des mottes de terre et des corps dans les airs. Les Britanniques débarquèrent, leurs Sten Guns crépitant, forçant Baker à ordonner la retraite. Rückzug. On se replie, beugla-t-il, perdant 3 hommes dans la mêlée. Pierre, aidant Jean à traîner Marcel vers le char, sentit un soulagement mêlé d'horreur. Le bataillon était perdu, mais leur fuite avait peut-être sauvé d'autres vies en alertant les lignes alliées. Pourtant, alors que le Sherman les engloutissait dans sa carapace d'acier, un nouveau grésillement radio, cette fois en allemand, perça l'air. Les renforts de la 12e SS s'approchaient et la traque ne faisait que commencer. Les bocages, témoins muets, gardaient encore bien des secrets pour les heures à venir. Le soleil de midi filtrait à travers les nuages bas, projetant des ombres mouvantes sur les routes poussiéreuses qui serpentaient entre les fermes normandes en ruine. À bord du Sherman britannique, baptisé Avenger par son équipage du 13-18e hussards, Pierre serrait les bords de l'écoutille, son corps secoué par les cahots des chenilles sur le chemin creux. L'odeur de cordite et de sueur imprégnait l'habitacle exigu, où Marcel gémissait doucement, sa cuisse bandée à la va-vite avec un morceau d'uniforme déchiré. Le caporal Louis Renaud, assis contre la paroi, rechargeait son FM 24-29 d'un geste précis, ses yeux fixés sur l'horizon où les bocages se refermaient comme un étau. Jean, le second parisien, vomissait dans un coin, le mal de mer des chars le terrassant autant que la peur. « Tenez bon, les gars !» grogna le sergent-major britannique, un Gallois trapu nommé Rhys Davies, qui pilotait le blindé. Sa voix, avec son accent rugueux, portait par-dessus le ronflement du moteur Continental R975. On rejoint le QG de la 2e DB à Bayeux. Les vôtres ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Imaginez-vous entassé là, dans cette boîte roulante qui vibre comme un tambour de guerre, le métal froid contre votre dos, tandis que les souvenirs de la cuvette, les cris, les explosions tourbillonnent dans votre tête comme des éclats d'obus. Pierre activa son SCR 300, l'antenne se déployant avec un cliquetis. Ici, survivant 3e bataillon, évacué par unité britannique. Rapport, embuscade totale, perte estimée à 90%. Ennemi, 28e Panzer, possible renfort SS. La réponse crachota presque aussitôt, une voix française familière, celle du colonel Émile Laurent, depuis son PC mobile dans un camion Dodge WC-51. Reçu Pierre, vous avez fait du bon boulot. Rendez-vous au point de ralliement. On prépare une contre-attaque avec le 501e RCC. Pierre ferma les yeux un instant, le soulagement se mêlant à la culpabilité. Son signal avait sauvé ses quelques âmes, mais le bataillon, ses camarades, Henri Duval, gisaient là-bas, abandonnés aux charognards. À 5 kilomètres au nord, dans une ferme dévastée près de Tilly-sur-Seulles, le Hauptmann Otto von der Leyen plissait les yeux sur une carte étalée sur une table bancale, entouré de ses officiers de la 21e Panzerdivision. L'air était chargé de l'odeur de café ersatz et de tabac bon marché, un contraste ironique avec le chaos dehors. Von der Leyen, un Prussien maigre aux cicatrices de Stalingrad, traçait une ligne rouge avec un crayon. Baker a bien tenu, mais ces diables français ont alerté les Alliés. Les Typhoons étaient trop précis, ils savaient où frapper. Son radio-opérateur, un jeune caporal aux doigts noircis par les valves, ajustait un poste Thorn. FUD-12. Herr Hauptmann, message de la 12e SS. Le Kampfgruppe Piper approche. 100 Panthers et 200 grenadiers, ETA 14h01.
Ils sécuriseront le flanc ouest. Von der Leyen hocha la tête, mais son front se plissa. Les rapports de la Luftwaffe étaient maigres. Les rares Focke-Wulf 190 patrouillaient au-dessus de Caen, mais les Spitfire de la RAF dominaient les cieux. Préparez les Jagdpanzer pour une poussée vers l'est. Si les Canadiens percent à Carpiquet, c'est la fin de notre saillie. Les survivants arrivèrent au point de ralliement vers 13h30, un champ boueux gardé par des sentinelles de la 2e division blindée, leurs fusils Hotchkiss en batterie. Le colonel Laurent, le bras en écharpe, les accueillit personnellement depuis sa Jeep Willis MB, flanqué de 2 M3 Half-Trax du génie. Son cigare, allumé cette fois, crachait une fumée bleutée qui se mêlait à la poussière soulevée par les véhicules. « Pierre, Renaud, vous êtes des rescapés d'un miracle, dit-il d'une voix grave, serrant l'épaule du radio. Pierre raconta l'embuscade en détail, les obus des PAC 40 surgissant des haies, les MG42 fauchant les fantassins, le piège tendu par Baker. Laurent écouta, le visage impassible, mais ses yeux trahissaient la rage. Les Britanniques de la 7e Armourde nous appuient. Montgomery veut Caen avant la nuit. On va les écraser. Il ordonna l'évacuation de Marcel vers un poste médical de la 101e Airborne, installé dans un manoir réquisitionné près d'Arromanches, où des médics américains avec leur kit de morphine attendaient. Pendant ce temps, au sud de la cuvette, le lieutenant Karl Baker reformait ses lignes avec ce qui restait de son peloton. 8 hommes épuisés, leurs uniformes tachés de boue et de sang, regroupés autour d'un Jagdpanzer IV endommagé dont le canon de 75 mm PAC 42 pendait encore fumant. Le vent portait les échos lointains d'un duel d'artillerie. Les canons de 105 mm M201 américains tonnaient depuis les collines, répondant aux Nebelwerfer allemands qui labouraient les champs alliés. Baker essuya son MP40, rechargeant le chargeur courbe avec des gestes méthodiques. Les prisonniers? Interrogez-les. Besoin d'infos sur leur renfort. Un de ces hommes, le sergent Hans Müller, traîna un fusilier français capturé lors de la retraite, un gamin breton aux lèvres tremblantes. « Parlez! Où vont les Sherman » aboya Müller en français haché. Le prisonnier cracha par terre, mais sous la menace d'une baïonnette carabineur 98K, il murmura « Vers Bayeux » et Caen. Baker jura. C'était cohérent avec les cartes volées lors de l'embuscade. Il activa sa radio. Von der Leyen, ici Baker. Fuyards évacués, mais on a des infos. Les Alliés mastent pour contre-attaque. Demandez plus d'appui SS. À 14h15, les premiers éléments de la 12e SS Panzerdivision Hitlerjugend arrivèrent. Un convoi grondant de Panthers AOSF. Leur tourelle Maybach pivotant avec un bourdonnement menaçant, escortés par des Half-Trax SD KFZ. 251 chargés de grenadiers en treillis camouflés. Le Sturmbannführer Kurt Mayer, un commandant charismatique aux yeux froids, descendit d'un Kübelwagen, saluant von der Leyen d'un claquement de talons. « Heil Hitler, on prend le relais, vos embuscades ont ralenti les Franzosen, mais Caen doit tenir. » Meyer déploya ses unités en arc de cercle, les mortiers de 120 mm s'installant sur les talus pour couvrir les approches. Ces hommes, jeunes et fanatisés, chantaient des hymnes de la Leibstandart en chargeant leur Sturmgewehr 44, ces fusils d'assaut novateurs qui crachèrent la mort à courte portée. Von der Leyen observa, un mélange d'admiration et d'appréhension. Les SS étaient impitoyables, mais leur arrogance pouvait coûter cher face aux vagues alliés. Du côté allié, Laurent coordonnait depuis son PC. Des éclaireurs à moto, Norton 16h, rapportèrent les mouvements allemands, tandis que des Piper L4 Cub survolaient la zone, leurs observateurs notant les positions des Panthers. Préparez les M10 Wolverine pour un assaut, ordonna-t-il au capitaine du 501e RCC, un vétéran de Bir Hakeim. Pierre, réaffecté comme opérateur radio, captait les échanges. Les Britanniques promettaient des Churchill's Crocodile pour flamber les bunkers et les Canadiens de la 3e division avançaient avec leurs Grizzly, des chars canadiens sur châssis M4. La tension montait. L'air vibrait du grondement distant des moteurs.
Un présage de carnage. Soudain, à 15h02, un obus siffla, percutant un half-track allié à 200 mètres. C'était le signal. Les SS lançaient une sonde, leurs Panthers avançant en ligne, canons crachant des 75 Sindel qui labouraient les bocages. Laurent hurla « Feu à volonté !» Les Sherman français répondirent, un duel de titans s'engageant dans les haies. Pierre, dans un fossé, transmis. Contact. SS confirmé. Position 49-13. Mais au milieu du chaos, un message brouillé perça. Des parachutistes allemands de la 6e Fallschirmjäger régiment, largués en urgence, atterrissaient au nord, prêts à couper les lignes alliées. La bataille s'élargissait, et les survivants du bataillon, au cœur de la tourmente, sentaient que leur calvaire n'était pas terminé. Les premiers impacts secouèrent la terre comme des tonnerres, projetant des gerbes de boue sur les positions alliées, tandis que le crépuscule précoce des bocages normands enveloppait le champ de bataille d'une lumière orangée et sinistre. Les premiers impacts secouèrent la terre comme des tonnerres, projetant des gerbes de boue sur les positions alliées, tandis que le crépuscule précoce des bocages normands enveloppait le champ de bataille d'une lumière orangée et sinistre. Pierre, tapi dans un fossé rempli d'eau stagnante, sentait l'onde de choc vibrer dans ses os, son SCR-300 glissant entre ses doigts moites. L'air s'emplit d'un hurlement aigu, les obus de 89 mm des Panthers SS fendant l'atmosphère comme des lames, s'abattant sur les Sherman français du 501e RCC avec une précision diabolique. Un char allié, son blindage M4 craquelé par l'impact, explosa en une fontaine de flammes, projetant des éclats incandescents qui sifflèrent au-dessus de la tête de Pierre. « Couvrez-moi !» cria-t-il dans son micro, la voix écorchée par la poussière, tandis que les balles traçantes des Sturmgewehr 44 zébraient les haies comme des lucioles enragées. Imaginez-vous là, le visage pressé contre la boue froide, le cœur cognant contre vos côtes, tandis que le monde se réduit à ce chaos assourdissant. Le grondement des moteurs Maybach des Panthers, l'odeur âcre de la poudre et du métal chauffé, les cris des hommes fauchés nets par les rafales. Le caporal Louis Renaud, à genoux près de Pierre, arrosait la position ennemie avec son FM 24-29, le fusil mitrailleur crachotant une averse de 7-5 mm qui forçait les grenadiers SS à se plaquer au sol. « Les salauds arrivent par l'est, visez les half-track !» hurla-t-il, ignorant la brûlure d'une égratignure à son bras où un éclat avait mordu la chair. Jean, le Parisien rescapé, rampait à leur côté, son MAS 36 tremblant dans ses mains. Il tira au jugé, abattant un SS qui émergeait d'un talus, le corps s'effondrant dans un buisson épineux avec un bruit mat. Au cœur de l'assaut, le Sturmbannführer Kurt Meyer, commandant du Kampfgruppe de la 12e SS, se tenait droit dans son SD KFZ 251, le vent fouettant son camouflage Feldgros. Ses yeux, froids comme l'acier d'un carabineur 98K, scrutaient les lignes alliées à travers des jumelles Zeiss. « Avancez les Panthers! Feu roulant sur les haies !» ordonna-t-il, sa voix coupant le vacarme comme un fouet. Les chars lourds, leurs chenilles interloques mordant la terre molle, poussèrent en formation en coin, leurs canons de 75 mm KWK-42 tenant des salves qui pulvérisèrent un talus, envoyant des mottes de gazon et des corps français dans les airs. Un grenadier, un gamin de 19 ans fanatisé par les discours de Himmler, chargea avec une Panzerfaust sur l'épaule, son cri de guerre se perdant dans l'explosion qui le transforma en torche humaine contre un M10 Wolverine américain. Meyer ne scia pas. Pour lui, chaque perte était un pas vers la gloire du Reich, mais au fond, il sentait le poids de Stalingrad peser sur ses épaules. Ces bocages étaient un nouveau piège, plus vicieux que les steppes russes. Du côté allié, le colonel Émile Laurent, depuis son PC dans le camion Dodge, coordonnait la riposte avec une fureur contenue. Son bras en écharpe l'élançait, mais il serrait les dents, pointant sur la carte les positions des SS. 501e, flanché à gauche. Les Churchills britanniques arrivent par le sud, tenez jusqu'à leur arrivée, aboya-t-il dans le radio, sa voix grésillant jusqu'aux oreilles de Pierre.
Les renforts britanniques, des Churchill's Crocodiles du 141e Régiment Royal Armoured Corps, grondaient déjà au loin, leurs lance-flammes prêts à cracher un jet d'essence gélifié sur les positions allemandes. Pierre transmit frénétiquement. SS confirmé au moins 20 Panthers. Mortiers ennemis sur les collines. Mais un obus de Nebelwerfer s'abattit à 30 mètres, labourant le fossé et projetant Renaud contre la paroi. Le caporal toussa, du sang coulant de sa bouche, mais se releva en jurant « Pas question de crever ici, nom de Dieu !» La bataille s'enflamma en un duel fratricide. Un Panther visa un Sherman français, son obus perçant le flanc droit avec un craquement sinistre, l'équipage hurlant alors que les munitions internes explosaient en une boule de feu. En riposte, un M10 Wolverine, avec son canon de 76 mm M1, toucha un Half-Track SS, le véhicule se cabrant avant de basculer dans un cratère, ses occupants criblés par les éclats. Pierre rampa vers un talus plus élevé, évitant une rafale de MP40 qui tailladait les branches au-dessus de lui. Jean le couvrit, tirant jusqu'à ce que son chargeur cliquette vide. Un grenadier SS surgit à 10 mètres, son Sturmgewehr 44 en batterie, mais Renaud, d'un bond désespéré, planta sa baïonnette dans le cou de l'ennemi, le sang giclant chaud sur son visage. « En avant, les gars, les Brits sont là !» grogna-t-il, tandis que le ronflement des Churchills se muait en rugissement. Meyer, alerté par ses radios FUG-5, plissa les yeux. Les silhouettes trapues des Churchills émergeaient des bocages, leurs chenilles écrabouillant les haies comme des bêtes primitives. « Flakpanzer, couvrez les flancs !» ordonna-t-il, déployant ses rares Wirbelwind avec leurs canons de 20 mm anti-aériens pour contrer l'infanterie. Un crocodile cracha son inferno, un jet orangé enveloppant un groupe de grenadiers SS qui s'embrasèrent en hurlements atroces, leurs corps se tordant dans les flammes comme des marionnettes brisées. Les pertes montaient. 10 Panthers neutralisés par les Wolverines et les Typhoons qui revenaient en piqué, leurs roquettes RP-3 arrachant les tourelles comme des couvercles. Meyer recula, ordonnant à Baker « Tenez la ligne ouest, von der Leyen envoie des renforts depuis Kéan !» Mais Baker, son peloton réduit à 6 hommes, sentait la panique ronger ses rangs. Un de ses tireurs, touché par un éclat, agonisait en murmurant des prières pour sa famille à Munich. Pierre, le souffle court, capta un nouveau signal. Des parachutistes allemands de la 6e Fallschirmjäger atterrissaient au nord, leur FG-42, prêts à saboter les lignes alliées. « Alerte, paras ennemi largué, position 49-14 » transmit-il, sa voix se brisant sous l'effort. Laurent répondit « On les intercepte. Pierre, restez en vie. Votre bataillon n'est pas mort en vain. » Les combats se propageaient comme un incendie, les bocages devenant un charnier où Français, Britanniques et Canadiens fusionnaient en une vague inexorable. Renaud, boitant, aida Jean à se relever, leurs yeux croisant ceux de Pierre dans un regard complice, forgé dans le sang. Pourtant, au milieu de cette furie, un silence radio étrange s'installa. Un murmure allemand intercepté par Pierre, parlant d'un contre-coup massif depuis Saint-Lô. Les SS n'avaient pas dit leur dernier mot, et la nuit tombante promettait un bain de sang encore plus sombre. La nuit s'abattait sur les bocages comme un linceul noir, troué par les éclairs intermittents des explosions et les traînées luminescentes des balles. Pierre, le corps engourdi par la boue et la fatigue, rampait le long d'un talus effondré, son SCR 300 calé sous le bras comme un enfant endormi. L'air, saturé d'une humidité glacée, charriait l'odeur métallique du sang et du carburant en feu, un cocktail qui lui collait à la gorge comme une nausée persistante. Les murmures allemands qu'il avait interceptés, un bourdonnement sinistre sur les fréquences FUG-5, se confirmaient. Un contre-coup massif se préparait depuis Saint-Lô, avec des renforts de la 352e division d'infanterie américaine, mais non, c'était une ruse, un leurre pour masquer l'arrivée des Fallschirmjäger. « Paras au sol nord-ouest, il coupe nos lignes !» transmit Pierre d'une voix rauque, ses doigts glissant sur les boutons humides du poste.
Le colonel Laurent répondit dans un crachotement. « Tenez, Pierre, les Wolverines les taillent en pièces. Évacuez vers Bayeux, c'est fini pour ce soir. Imaginez-vous blotti là, dans l'obscurité poisseuse, où chaque ombre pourrait être un ennemi, le sol aspirant vos bottes comme une tombe vivante. » Renaud, boitant sur sa cuisse blessée, couvrait leur retraite avec des rafales sporadiques de son FM 24-29, les douilles vides luisant brièvement sous les fusées éclairantes alliées. Jean, le visage maculé de terre, traînait un éclat d'obus dans l'épaule, mais serrait les dents, son Maes 36 pointé vers les haies qui semblaient respirer la mort. Autour d'eux, la bataille atteignait son paroxysme. Les Churchills, crocodiles britanniques, ces monstres trapus du 141e RAC, avançaient en grondant, leurs lance-flammes projetant des jets infernaux qui illuminaient les silhouettes hurlantes des grenadiers SS. Un Panther Osef, D, son blindage frontal de 80 mm fissuré par un obus de 76 mm d'un M10 Wolverine, recula en crachant une salve désespérée, son KBK-42 arrachant un saule entier à 10 mètres de Pierre. L'explosion qui suivit, un réservoir touché, envoya une vague de chaleur qui sécha instantanément la sueur sur leur peau. Du côté allemand, le Sturmbannführer Kurt Meyer, tapi dans son SD KFZ 251, immobilisé par une chenille brisée, serrait son Luger P08, le visage éclairé par la lueur rouge d'une carte tactique. Ces hommes, ces jeunes fanatiques de la 12e SS, eux combattaient avec une fureur animale. Un Fallschirmjäger, largué avec son FG-42 et son parachute encore accroché à une branche, faucha 3 fantassins français d'une rafale précise avant d'être abattu par un Bren britannique. « Halten Sie durch, les renforts de Saint-Lô arrivent !» hurla Meyer dans sa radio. Mais la voix de von der Leyen depuis Caen trahit l'hésitation. « Reculez, Meyer. Montgomery pousse trop fort. Les Luftwaffe ne peuvent pas couvrir. » Les Nebelwerfer, ces orgues de Staline hurlant, tonnaient encore, leurs projectiles de 150 mm semant la panique. Mais les canons de 25 livres britanniques, déployés en batterie sur les collines, répondaient avec une cadence impitoyable, labourant les positions SS comme un narratoire démoniaque. Pierre et ses compagnons atteignirent enfin le périmètre allié vers 20h45. Un cordon de sentinelles du 1er régiment de fusiliers motorisés les élant dans l'ombre. « Halte, amis ou Boche !» Un projecteur troua la nuit, révélant leurs uniformes déchirés. Renaud leva les mains épuisé. « Français, 3e bataillon. On est les derniers. » Ils s'effondrèrent près d'un Aftrak M3. Où des médics américains de la 100e Airborne, avec leurs casques blancs et leurs trousses de sulfamide, les entourèrent. Marcel, évacué plus tôt, avait survécu à l'amputation sommaire de sa jambe. Pierre l'apprit par radio. Un poids en moins sur son âme tourmentée. Le colonel Laurent apparut, silhouette sombre contre les flammes distantes, son cigare éteint pendant à ses lèvres. « Vous avez tenu, les gars. Baker et ses SS battent en retraite. Les Churchills les ont forcés à lâcher prise. » Mais ses yeux, creusés par la perte, contaient une autre histoire. 230 hommes partis en fumée en une matinée, un bataillon rayé de la carte pour un rapport d'éclaireur erroné. La nuit s'étira en un cessez-le-feu précaire, ponctué de tirs isolés et de gémissements des blessés. Les Alliés consolidaient leurs gains. Les Britanniques de la 7e Armored Division roulaient vers Caen, leur Cromwell précédant les vagues canadiennes, tandis que les Américains de la 29e Infantry poussaient sur Saint-Lô leur M4 Sherman, balayant les poches de résistance. Pierre, enveloppé dans une couverture kaki près d'un feu de camp, sirotait un café ersatz, écoutant les récits des survivants. Des rumeurs circulaient. Le lieutenant Baker avait été capturé, son MP-40 arraché par un sergent breton. Meyer, lui, s'était replié avec une vingtaine d'hommes, jurant vengeance pour les siens carbonisés. Von der Leyen, rappelé à Caen par Rommel en personne, avait ordonné la destruction des documents. Les cartes volées lors de l'embuscade, tachées de sang français, brûlaient dans un brasero improvisé. Pourtant, au-delà du carnage local, les conséquences s'étendaient comme des ondes dans l'eau trouble de la guerre.
L'embuscade avait ralenti l'avance alliée de 24 heures cruciales, permettant aux SS de renforcer Caen et de transformer la ville en un bastion de béton et d'acier. Montgomery, furieux, réorganisa ses forces. Mais les pertes françaises, ces fils de la libération, débarqués pleins d'espoir à Utah Beach, pesaient lourd sur l'élan du débarquement. Pierre, promulgué caporal sur le champ pour son signal salvateur, fixait les étoiles voilées par la fumée. « Henri, le bataillon, on les venge !» murmura-t-il à Renaud, qui hocha la tête, les yeux humides. Jean, pensé, ajouta « Et quand tombera, pour eux ?» À l'aube du 16 juin, le soleil se leva sur un paysage dévasté, carcasses de panthères fumantes, haies calcinées, corbeaux picorant les champs. Les Alliés reprirent leur marche, les moteurs des Sherman grondant à nouveau, mais le fantôme du bataillon planait encore. Un rappel que dans ces bocages, la victoire se payait en vie brisée. Pierre, réintégré dans une unité de rechange, activa son radio pour la première fois ce jour-là. « Ici, survivants, on avance !» Et dans les terres, les voix alliées répondirent, un chœur distant promettant la fin, mais le prix en était gravé dans la boue normande pour toujours.